captal de Buch. Voilà, le captal de Buch, il n'avait pas autorité sur tout le pays de Buch, il avait autorité sur ses 3 paroisses. Alors, ben, c'était la famille de Bordeaux, puis la famille de Grailly, puis la famille de Foix, le duc d'Épernon, que vous connaissez bien si vous avez visité Cadillac, hein, le château de Cadillac, le duc d'Épernon a été captal de Buch. Bon, il y a un captal qui est sorti du lot, si vous voulez, et dont on parle encore de nos jours, puisqu'il y a même un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'était Jean III de Grailly, qui a été fait prisonnier à la bataille de Cocherel par Duguesclin, hein, pendant la guerre de 100 ans. Voilà, donc, mais enfin, il y a eu des capitaux de Buch célèbres, y compris d'ailleurs Louis XI, à un moment, a été captal de Buch. Hein. Et puis les 3 derniers capitaux de Buch, ça a été ils s'appelaient Ruat. Et chose curieuse, ils n'habitaient pas dans le captalat, ils habitaient au Tech, au château de Ruat, qui existe encore. Hein. Quand vous sortez du Tech en allant vers Gujan-Mestras, sur l'ancienne route, bien sûr, hein, vous regardez sur la droite, vous avez des grilles, et derrière, il y a un magnifique château, c'est le château de Ruat. Alors pour ceux que ça intéresse, la reproduction, là, c'est un tableau qui se trouve au château de Versailles, hein, à la galerie des batailles. Alors, une particularité de notre captalat de Buch, parce que ça intéresse quand même aussi les gens qui sont sur le Nord-Bassin, parce que en 1468, en fait, ça existait peut-être avant, mais en 1468, on a trace d'une baillette, alors c'est une transaction, un contrat, hein, passé entre le captal de Buch et puis c'est Manan. Voilà, et ces transactions ont été reconduites de captal en captal, etc. Et ça a été confirmé par la Révolution française, par une sentence arbitrale, si bien qu'actuellement, les habitants de la Teste, de Gujan-Mestras, d'Arcachon et du Cap-Ferré, parce que ne pas oublier qu'autrefois le Cap-Ferré, ça faisait partie de la Teste de Buch, eh bien, bénéficient d'un certain nombre de droits sur cette forêt qui couvre... Alors, on n'a pas mesuré, mais environ 3800 hectares sur 6000 hectares de forêt dans cette zone. Eh bien, en gros, hein, les droits principaux, c'est de prélever du bois pour se chauffer, de prélever du bois pour construire sa maison, construire son bateau, hein, sans avoir le droit d'exporter le bois à l'extérieur du captalat. Enfin, le captalat n'existe plus, hein. Mais... Et puis, il faut avoir un certain nombre d'années d'habitanat sur les communes considérées, avec des petites particularités pour Arcachon, où il y a une partie d'Arcachon qui a racheté ses droits d'usage. Mais c'est une particularité, ça c'est exceptionnel en France. La forêt usagère de la Teste de Gujan, c'est la dernière forêt usagère de France. Hein. Avant, il y avait celle de Biscarrosse, mais donc il y a eu un cantonnement à Biscarrosse après la libération. Donc c'est la Teste qui subsiste au niveau national comme seule forêt usagère en France. Alors on en a déjà parlé, donc on va passer rapidement. En 1519, Thomas Illyricus va faire en sorte qu'on va parler d'Arcachon et de son bassin, eh bien, un petit peu enfin, dans la région, quoi. Hein. Il vient, il reste pas très longtemps. Alors Michel a une conférence complète sur ce sujet. Hein. On va pas la faire, bien évidemment. Il reste pas longtemps à Arcachon, mais pendant qu'il reste sur le lieu dit Bernette, là, eh bien, il découvre une statue de Vierge avec l'enfant Jésus. Et cette statue, il la déclare, il la décrète, il la considère comme miraculeuse, puisqu'elle aurait fait calmer la tempête et permis à des bateaux de reprendre le large au moment d'une tempête qui s'est calmée quand Thomas Illyricus s'est mis à prier. Donc il construit un oratoire. Les locaux viennent faire des pèlerinages, en particulier les gens de mer. Cet oratoire, il se transforme au fil des siècles, parce que le premier est sûrement mis à mal par une tempête, le deuxième est mis à mal par l'avancée des sables. En fait, après, on construit, vous l'avez ici, là, la chapelle des Marins, qui est devenue la chapelle des Marins, mais qui après a été un peu mise à mal par la construction de la basilique Notre-Dame d'Arcachon, qui l'a amputée d'un tiers de sa superficie. Mais on pourra revenir, si vous voulez,
on pourra revenir sur ce thème. Et puis, un gros problème qu'ont connu nos anciens, ici, là, eh bien, c'est l'avancée des sables. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le vent s'est mis à souffler, hein, à des périodes. À des périodes, on l'appelait d'ailleurs, avant la Révolution, il faisait froid, et c'était un froid sec, et le vent soufflait très fort. Et le sable, il avait tendance à pénétrer à l'intérieur des terres. Pensez à la basilique, enfin à l'église, je ne sais plus si elle est basilique, je pense qu'elle est basilique, de Notre-Dame de la Fin des Terres à Soulac, qui a été complètement recouverte par les sables. Hein. Ben, c'est arrivé à Lège, c'est arrivé à plein d'endroits là. Et donc les habitants ici là, se sont émus de cette avancée des sables qui gâchait évidemment toutes les récoltes, hein, quand les vignes étaient recouvertes par le sable, et après bon, il n'y avait plus rien à en faire. Alors il y a des personnes locales, des Landais, des gens du pays de Bûche, comme Desbier, nom que vous connaissez, hein, Desbier, Peyjean également, et puis le Catal de Bûche, à Magneux de Rua, qui ont fait des essais d'ensemencement des dunes littorales de façon à stopper l'avancement des sables. Et celui qui a laissé son nom dans l'histoire, hein, c'est Nicolas Brémontier, qui est arrivé avec de l'argent de l'État pour planter à grande échelle. Et comme il a fait ses essais sur le bassin d'Arcachon, au Moulot et au Pilat, eh bien, il fait partie des grands hommes locaux. Mais là aussi, Michel a une conférence complète sur le sujet de la lutte contre l'avancement des sables. Après avoir fixé les dunes littorales, vous le savez, l'action de Brémontier et de ses successeurs sera complétée par, notamment au niveau du Second Empire, après une ordonnance, je ne sais pas trop, ou une loi de Napoléon III qui ordonnait l'ensemencement complet des Landes. Si bien que maintenant, vous avez des pins partout, enfin, sauf quand le vent a trop soufflé, et alors qu'autrefois, eh bien, c'était une végétation particulièrement pauvre, rabougrie, des broussailles, très peu d'arbres, de la lande, voilà, et impropre aux cultures, parce que l'hiver s'était envahi par les eaux. La Révolution française, eh bien, elle a eu lieu sur le bassin d'Arcachon comme partout ailleurs. Bon, j'ai mis en lumière là 2 exécutions capitales. Le seigneur d'Arès, vous savez, le château d'Arès, c'est là où il y a la maison de retraite de la MGEN. Hein, eh bien, là, c'était François de Belsier, eh bien, on lui a coupé la tête. Hein, mais pas pour ses activités dans le pays de Bûche, c'était pour d'autres activités. Tout simplement parce que ses fils avaient émigré. Voilà. Voilà, absolument. En fait, c'était peut-être un brave homme, mais enfin, il a quand même été raccourci. Un autre qui a été raccourci, ben, vous y êtes peut-être passé en venant, c'était Pichard, seigneur de Salles, qui a été exécuté avec son régisseur. On a encore beaucoup de temps, monsieur le Chapuis? On peut continuer, oui. Oui, bon. Je vous ferai des